Donc j'ai enregistré Kobalade, Gazo, Enji, Taïk. L'industrie musicale est vraiment très bouchée. Moi, je pense que dans l'industrie musicale, les études, c'est pas utile. Et là, il me voit, il me dit, il m'attrape le bras, il me le tire, mais il me le serre fort. Et il me dit, comment ça, tu réponds plus à mes messages? J'ai regardé, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Déjà, lâche-moi. C'est compliqué, dans le sens où, justement, je me suis retrouvée dans une session avec Koba et Gazo. Je me suis retrouvée entourée de une trentaine d'hommes. J'étais la seule femme en studio à 2h du matin. Ici, c'est Sonika et je vous dis bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Un podcast de créateurs, de rêveurs et de travailleurs dans l'ombre. Moi, c'est Dani et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. La musique a ce pouvoir rare de traverser le corps avant même d'atteindre les esprits. Mais derrière chaque son qui vous fait frissonner, chaque basse qui vous saisit, chaque mélodie qui reste gravée en vous, il y a une main invisible qui a tout architecturé. Cette main a un visage. Elle a eu des expériences en tant qu'ingénieure de son. Elle est chef de projet musical de métier et aujourd'hui, elle va nous ouvrir les portes du monde que l'on consomme sans vraiment savoir ce que c'est. Je vous laisse donc vous installer et on se retrouve juste après. Coucou Marinelle. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Déjà parce que tu as accepté mon invitation. C'est gentil. Et tu es la toute première fille à participer au podcast de Sonika. Ok. Donc avant de commencer, moi je vais te poser une question. Oui. C'est qui ton artiste préféré? Michael Jackson, évidemment. Ah oui, c'est quoi ton titre préféré? Mon titre préféré, je dirais Streetwalker. Ah oui, Il est pas trop connu, mais je connais pas. mais rythmiquement, il est incroyablement fait. Ah oui, Ouais. d'accord. Donc tu es chef de projet musical. Avec ton Exactement. œil musical, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi derrière ce son de Michael Jackson? Derrière le son de Michael Jackson, déjà, je dirais Quincy Jones, parce que c'est lui qui a forgé clairement le son de Michael Jackson. Et avec mon oreille musicale, qu'est-ce qui fait que ce son est exceptionnel? Oui. Streetwalker, comme j'ai dit, rythmiquement, il est incroyablement construit, c'est-à-dire que c'est pas un rythme 4/4, c'est surtout un rythme basé sur les contretemps, sur les, on va dire, surprises rythmiques. D'accord. Donc je trouve ça incroyable. Et le groupe de Michael, quoi. Donc, Ok. voilà. D'accord. Pour commencer cette petite discussion, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je suis chef de projet. Je m'occupe d'un artiste qui s'appelle Lonefsi. Et donc, mon job actuellement, c'est surtout de trouver les subventions, de gérer la fabrication du merchandising, de gérer un petit peu tout ce qui est promotion, donc trouver des attachés de presse pour que mon artiste passe en radio, en télé, etc. D'accord. Et gérer aussi un peu la stratégie sur les réseaux sociaux et m'occuper du marketing, c'est-à-dire choisir qui on va viser, comment on attire le public, etc. Ok. Donc forcément, avant d'être là où tu es aujourd'hui, tu as eu un parcours. Oui. C'est quoi ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, il est un peu tumultueux. Alors, On est là pour ça. alors moi déjà, je savais depuis longtemps que je voulais être dans la musique. D'accord. Et je savais juste pas du tout quoi faire dans la musique parce que je me suis dit, je vais finir troubadour, je ne sais pas. Donc, donc je me suis dit, bon, j'ai fait une prépa audiovisuelle pour préparer les écoles d'ingénieurs du son. Donc, j'ai fait ça. Et ça, c'est quoi? C'est après le bac? Ouais, c'est après le bac, ouais. D'accord. Et avant le bac, tu as fait des études classiques Ouais, j'ai fait des études, donc bac général, juste spécialité et option musique. D'accord. Donc, j'avais genre plus de 8 à 10 heures de musique par semaine, Ok. sans compter le C'était conservatoire. vraiment ancré dès le collège, Ah, en ouais, fait, ouais. et le lycée. Oui, oui. Oui, j'ai commencé le conservatoire à l'âge de 8 ans. Je l'ai continué pendant 10 ans. Ok. Et après, donc, j'ai fait ma terminale spécialité musique et ensuite ma prépa en audiovisuel pour préparer les écoles d'ingénieurs du son. Ok. Ensuite, donc ça, c'était à Nîmes, la prépa. Après, je suis montée à Paris. D'accord. J'ai fait donc mon école d'ingénieur du son et ensuite, j'ai continué avec un master en management de la production musicale et développement d'artistes. Wow. Doucement. Tu as fait une école d'ingénieur de son. Oui. Ensuite, tu as fait une école en management. Ouais. Et C'est ça. en management d'artistes. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Donc, pourquoi tu n'as pas continué dans l'ingénierie de son? Parce que c'était pas... En fait, j'ai pas trop aimé le rapport artiste-ingénieur du son. C'est assez compliqué dans le sens où je trouve que l'ingénieur du son, il gère tout le son des artistes, mais il n'a pas ou très très peu de reconnaissance. C'est-à-dire que l'artiste arrive en studio, il dit
il dit bonjour, histoire de... Ouais. Mais sinon, c'est montre-moi le truc, montre-moi, t'es sûr il y a de l'autotune, est-ce que tu peux... Non, par contre, c'est n'importe quoi que tu fais. Ok. En fait, j'ai pas trop aimé Le rapport. Ouais, le rapport un peu de force entre artiste et ingénieur du son. Et même, de toute façon, être derrière les machines, j'ai vite compris que c'était pas trop pour moi. Ok. Même si j'adore ça, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Moi, j'ai une question un peu tout bête. Enfin, moi, je suis de ceux qui connaissent, qui consomment de la musique en surface. Ouais. C'est quoi un ingénieur de son, concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, un ingénieur du son, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour capter le son et essayer de capturer les meilleurs, de cleaner en fait le son. C'est-à-dire, donc, on capture le son, puis après, il va s'occuper de faire son mixage ou faire son mastering et d'essayer que le son soit le plus beau et le plus intelligible possible. Ok. Donc, après, moi, je suis spécialisée en musique. Donc l'ingénieur du son, c'est celui qui est en cabine et qui va gérer la console. Vous savez, des énormes consoles avec des millions de boutons, on dirait un avion. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi lui qui va gérer le micro, qui va s'occuper de savoir comment on positionne le micro dans la cabine, comment essayer de capter au mieux la voix de l'artiste en fonction de la voix de l'artiste. D'accord. Et après, ça dépend des ingénieurs du son, mais des fois, ils gèrent le mixage et le mastering. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu as fini ça t'a pas trop passionné et tu es allé vers le management. Ça m'a passionné, mais c'était plus le fait d'être en studio que j'ai aimé, plutôt que le fait de gérer les machines. Ok. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et tu dis qu'il n'y a pas de reconnaissance au niveau des ingénieurs de son. Donc, toi, tu veux vraiment que ton travail soit reconnu. C'est un truc qui te gêne si tu fais un métier qui est pas reconnu. Alors oui et non, dans le sens où mon but n'est pas qu'on me dise c'est incroyable ce que t'as fait, mais juste qu'on me traite avec respect, parce que des fois juste le respect entre un artiste et un ingénieur du son, il n'y a pas. Ah d'accord. Donc oui, donc c'est compliqué. C'est vraiment ça qui t'a dérangé. Que ce soit au niveau des crédits, parce qu'il y a plein d'ingénieurs du son qui ne se font pas du tout créditer. Quand je parle de crédit, je te parle aussi des ingénieurs du son qui ont souvent fait la prod, qui ne sont pas crédités, qui ne sont pas payés, ou alors ils arrivent 4 heures en retard en studio. Ah oui. Donc voilà. Donc quand je dis respect, c'est vraiment les bases du respect. Voilà. Je vois. Voilà. Ok. Donc après, tu as fait les études de management et ensuite quoi? Et ensuite, donc après, j'ai un peu vadrouillé dans l'univers musical. J'ai d'abord été manager. J'ai fait 4 artistes. Ensuite, j'ai travaillé à la SACEM. Et maintenant, je suis chef de projet. C'est quoi la SACEM? Donc la SACEM. Moi, je connais la SACEM, mais je sais que c'est un terme qui est un peu compliqué, qui est pas connu de tout le monde. Ok, donc la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. D'accord. Donc ils gèrent les droits d'auteur. Les droits d'auteur musicaux. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est les droits d'auteur. Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Je connais les droits d'auteur quand même. Ok. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé à la SACEM en tant que conseillère. Et ensuite, j'ai rencontré un artiste à la SACEM, donc le MC. Et après, donc, je suis devenue chef de projet. Ok. Et pendant ton parcours, est-ce que tu as eu des stages, des alternances ou tu as juste suivi un parcours scolaire lisse sans stage et alternance à côté? Non, j'ai fait pas mal de stages. Le plus marquant, c'est quand j'ai fait mon stage en studio. Donc j'ai enregistré Kobalade, Gazo, Kenji, Taïk. D'accord. Et John Baptiste, je sais pas si tu connais. Non. Tu vois le film Soul de Disney? Oui. Ok, bah c'est un peu l'histoire de John Baptiste. Ah d'accord. Et du coup, donc c'est un pianiste assez reconnu et il a eu 5 Grammy. D'accord. Donc voilà. Et du coup, donc ça c'était une énorme expérience. Vraiment, j'ai adoré ce stage. Mais donc voilà. Et après j'ai fait une alternance dans un distributeur de musique. Un distributeur, c'est une entreprise, une société qui va s'occuper de prendre les musiques des artistes et de les placer en playlist. En tout cas, de les pitcher aux plateformes de streaming. Par exemple, demain, tu sors une musique. Le distributeur va s'occuper d'appeler Spotify et dire, si tel artiste a fait telle musique, est-ce que tu peux le placer dans telle ou telle playlist pour que l'artiste, la musique soit plus connue. Par contre, je pensais que c'était automatique. Je pensais que c'était l'algorithme, en fait, qui plaçait les sons dans les playlists. À des fois, style, si moi je fais du R&B, on va me placer automatiquement dans une playlist R&B. Non. Je pensais pas que c'était par recommandation. Non, c'est par recommandation, mais ça dépend parce qu'il y a aussi des playlists algorithmiques. Mais les playlists algorithmiques, c'est des choses qui se font tout seuls et en général, c'est des artistes assez connus. D'accord. Parce que les playlists, justement, la chose que tu as dit, c'est par exemple s'il y a une playlist R&B,
Mhm. il va pas prendre la playlist ne va pas prendre des artistes niches de R&B pour les placer dans les playlists R&B. Ah ouais. Donc voilà, donc tout ça c'est un travail de pitching et c'est ce que je faisais dans le distributeur. D'accord, je savais pas. Parce que quand on écoute le son, on se dit, bon, ok, Spotify, il a détecté l'algorithme et voilà. Et je pense que beaucoup de jeunes créateurs, beaucoup de jeunes musiciens, peut-être, ne savent pas qu'il y a ça derrière. Ils balancent juste les sons et se disent, bah, l'algorithme, il va me proposer à d'autres personnes. Alors, il y a deux choses dans l'industrie musicale. Il y a les distributeurs et les agrégateurs. D'accord. Quand un artiste fait sa musique, il est obligé de passer par un des deux. Parce qu'il peut pas balancer. Enfin, il peut, mais non, il peut pas. En fait, non, clairement. Parce que pour mettre ta musique sur les plateformes de streaming, t'es obligé de passer par un des deux. Sinon, tu peux pas aller sur Spotify et dire bonjour, je mets une musique. Il faut passer par un agrégateur ou un distributeur. Donc, on n'upload pas un son comme ça sur Spotify. Non. C'est pas comme un podcast, parce que le podcast, pour savoir, tu vas sur Spotify for Creators et tu uploads juste ton audio ou ta vidéo et ça te publie le podcast sur Spotify. Ouais. Ou tu vas sur Acast et tu publies, et ça se publie sur podcast, Apple Podcast ou Deezer. Je pensais que c'était la même chose pour un son. Non. Ah oui. Non, t'es obligé de passer par. Ok. Donc c'est ça qu'il y a des artistes qui sont pas présents sur Spotify ou Deezer ou Apple Music. Je sais pas si c'est pour ça exactement ou si c'est juste l'artiste qui n'a pas fait les démarches. Mais en fait, en soi, il est pas obligé. Mais c'est juste qu'il va pas du tout récolter d'argent s'il il passe pas par un distributeur ou un agrégateur. Ok. Voilà. Ok. J'ai appris quelque chose. Merci. Mais de rien. Donc, tu as dit que tu as fait des stages avec Kobalade, avec Taïk, avec... tu as cité deux autres noms. John Baptiste, Kenji. Oui. Et il doit y en avoir un autre. C'est pas grave. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup plus travaillé avec des hommes. Oui. Tu as travaillé avec des femmes déjà? En tant qu'artiste? Oui. Oui, j'ai fait Jennifer. Ah oui. Mais c'est 90% du temps des hommes. 99% du temps des hommes. Ouais. Tu te sens comment en tant que femme dans ce métier du coup? Dans mon métier actuel ou dans mon métier en tant qu'ingénieur du son? En tant qu'ingénieur de son d'abord. C'est compliqué. Dans le sens où, justement, je me suis retrouvée dans une session avec Koba et Gazo. Et je me suis retrouvée entourée de une trentaine d'hommes. J'étais la seule femme en studio à 2h du matin. Donc, comment vous dire? C'était un peu compliqué. Au début de la session, il y avait Pauline Duhart, donc la directrice du label, donc ça allait. Donc elle m'a dit oui, tu verras et tout, ils sont gentils. Donc ce qui est le cas, j'ai pas été embêtée, etc. Mais c'est vrai que je me sentais pas forcément en sécurité, dans le sens où ils buvaient et ils fumaient aussi à côté de moi. Et du coup, moi j'étais en mode bon je vais essayer de me faire oublier, en gros. Mais c'est compliqué. En fait, la posture d'être une femme en studio avec des hommes, surtout des rappeurs, ouais, on n'est pas forcément hyper à l'aise. Non, mais des fois ils sont irrespectueux ou bien ils essayent quand même. J'ai pas eu de mauvaises expériences en studio avec les artistes, mais j'ai eu des petites réflexions, mais c'est pas méchant, vraiment. Mais t'as jamais fait de mal quand même? Non. Okay. Non, pas en studio. En dehors dans l'industrie musicale, oui, mais pas en studio. En dehors? Oui, mais alors ça, c'est toujours lié au monde de la musique? Ouais, oui. Est-ce que tu es prête à nous raconter ou pas du tout? Oui, dans le sens où, oui, c'est rien de grave, mais c'est juste que je sais qu'il y a des gens qui me contactent des fois pour avoir des conseils, pour débuter dans l'industrie, etc. Donc, tu vois, je suis pas hyper vieille, donc j'ai une expérience, mais je n'ai pas non plus 104 ans d'expérience. Mais donc, ouais, des fois, on me contacte, on me dit, oui, je veux devenir manager, comment je peux faire, etc. Donc, je donne des fois des petits tips, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que le garçon en question a commencé à être très insistant. Enfin, l'homme, c'est pas un garçon, l'homme. Donc, j'ai dit, je t'ai donné tous les conseils que j'avais. Après, si tu veux, on peut s'appeler. Je te donne quelques conseils au téléphone, mais voilà. Et il a commencé à me dire non, mais je veux te voir, etc. Je fais bien. Tu insistes, donc je ne veux pas te voir, justement. Logique. Et un jour, je sors d'un concert et il était à ce concert. Et là, il me voit, il me dit, il m'attrape le bras, il me le tire, mais il me le serre fort. Et il me dit comment ça, tu réponds plus à mes messages? Je l'ai regardé, j'ai fait qu'est-ce que tu fais déjà, lâche-moi. Et du coup, donc, il me lâche, et puis après, il commence à me regarder bizarre, et on continue la discussion.
Et après, moi, je pars vite avec mes amis en mode, il est trop bizarre de toute façon. Et à la fin, il me revient me voir et il me dit, on va pas en rester là. Oui, il t'a réellement dit ça. Ah ouais, j'étais en mode, d'accord. Donc je l'ai bloqué. Je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Et je commençais à parler un peu autour de moi du fait qu'il est dangereux et que il a un comportement clairement pas sain, quoi. Et donc je sais pas si c'est vraiment remonté aux oreilles des personnes concernées, mais en tout cas j'ai dit un peu autour de moi que ce gars-là, faut pas le fréquenter. Je sais qu'il essaye de monter en tant que manager, mais je veux pas de gens comme ça dans l'industrie musicale, sachant qu'il y en a déjà beaucoup. Ça, c'est clair. On va pas citer de nom qui commence par un D, mais du coup, ouais, voilà. Heureusement que tu t'avais sorti, parce que je pense pas qu'il aurait eu la même approche si tu étais un homme. Ah ben, pas du tout. Non, ça, c'est sûr. Et heureusement, parce que il y a aussi des gens très très bienveillants dans l'industrie. Et justement, quand j'ai dit autour de moi, parce que je savais que des personnes, on avait des contacts en commun, donc j'ai dit à ces contacts en commun que ce gars était problématique. Et heureusement, je côtoie des gens très très bienveillants qui m'ont dit, ok, je vais faire passer le mot, il va pas s'en sortir comme ça. En tout cas, faut pas qu'il monte, quoi. Donc il y en a quand même, des gens bienveillants. Mais il en faut. Bon, il en faut. Parce que sinon, s'il n'y avait pas des gens bienveillants, forcément, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Il faut les remercier. Exactement, vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont participé au fait que je sois là aujourd'hui. Moi, je les remercie aussi. C'est grâce à eux que tu es là. Oui, c'est voilà. Donc, tu as fini tous tes stages en tant qu'ingénieur de son, tu as eu le déclic, tu t'es dit, tu voulais pas continuer dans ce domaine-là, et tu t'es redirigé vers le management de projet. Est-ce que de là, tu as eu des expériences scolaires, entrer dans le marché de l'emploi directement, sans passer par des stages et alternances? Alors, faut savoir, oui et non. Faut savoir que j'ai commencé à être manager quand j'étais encore dans mon master, parce que trouver un stage dans l'industrie musicale, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que je trouvais pas de stage, j'ai fondé ma propre boîte. Et je suis devenue manager. Un artiste que je côtoyais, enfin c'était un ami à la base que j'ai côtoyé pendant l'école d'ingénieur du son. D'accord. Et du coup voilà, je suis devenue sa manager et de fil en aiguille, du coup j'ai rencontré un autre artiste, je suis devenue sa manager aussi et voilà, de connaissance à connaissance, voilà. C'est de là que tu as créé ta propre boîte et après ton stage, tu as continué avec ta boîte ou oui, toujours. C'est la boîte actuelle que tu as aujourd'hui? Exactement. D'accord. Et tu as juste un seul artiste maintenant? Ouais, j'ai juste un seul artiste parce que je fais artiste par artiste parce que pour l'instant, je gère énormément de choses pour sa carrière, donc j'ai pas le temps de prendre d'autres artistes. Mais voilà. Et quand je m'occupe d'un artiste, j'aime bien être 100% concentrée et 100% focus sur tous ses besoins et sur le fait de juste me dire que ça va marcher, que son projet va marcher. Donc ouais, je préfère pour l'instant prendre un artiste par un artiste. D'accord. Il fait quel genre de musique? Alors il fait, d'ailleurs, faudrait que vous alliez écouter. Il fait donc c'est de la pop avec du rap un peu. C'est un mélange de To The Kid, je sais pas si tu connais, et Sofiane Pamart. Enfin, en tout cas, c'est très piano-voix. Mais là, il se dirige plus vers un style indie pop, rétro un petit peu. Ok. Voilà. D'accord. Et beaucoup de personnes se lancent dans l'industrie musicale sans réelle formation. Et toi, tu as vraiment un parcours très, très musical. Donc, tu es vraiment assise. Est-ce que est-ce que tu penses que tu aurais eu le même parcours si tu n'avais pas fait des études en musique et que tu les avais fait juste par passion? Ou tes études vraiment te permettent d'être là où tu es? Moi, je pense que dans l'industrie musicale, les études, c'est pas utile. Pas utile? Ouais. Je sais que ça va être un peu un message client, sinon j'ai fait beaucoup d'études, mais non, ouais, je pense qu'en fait, c'est très très important de se renseigner pour savoir comment l'industrie fonctionne. Mais faire des écoles, en fait, c'est compliqué dans le sens où on n'a que le réseau de l'école et après pour s'extirper autour, il faut vraiment du coup soit faire des stages, soit faire des alternances, ou alors essayer de sortir le maximum, essayer de faire ses contacts. Ça prend du temps, mais finalement c'est du temps que on aurait pu avoir si on n'avait pas fait l'école. Donc et en plus ça marché extrêmement bouché. L'industrie musicale est vraiment très bouchée. Donc bouché dans le sens, enfin, tout ce qui est derrière, ou bien pour les artistes, pour vous, tout le monde mélangé? Un peu tout le monde, ouais. Non, dans le sens où artistiquement parlant, je pense que oui, il y a énormément d'artistes, mais je pense pas que ça soit vraiment un problème. Mais
En tout cas, d'un point de vue industrie musicale, en plus qui est derrière les artistes, oui, c'est un milieu très bouché, dans le sens où, par exemple, là, dans ma promotion du master, je crois qu'on est peut-être 40%, même 30% à avoir continué dans l'industrie musicale. Ils ont tous après varié dans d'autres domaines, de restauration, des trucs comme ça. Ah oui, Parce qu'en fait, il n'y a pas de de travail. de musique à la restauration quand même. Oui, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Mm. Enfin, je sais qu'il y a des labels et tout. Enfin, moi, à la base, mon rêve, pardon, c'était de travailler en label. Mhm. Et je suis sortie de mon école, j'ai envoyé mon CV partout, ma lettre de motivation partout, et non. T'as pas pris? Non. C'est bien d'avoir cette information parce que justement, beaucoup de personnes, surtout en Afrique, on pense que quand on se dirige vers ce genre de métier, c'est parce que on n'a pas trouvé de travail. Mm. On n'a pas on n'a pas trouvé de job ou alors qu'on n'est pas assez fort à l'école. Alors que toi, tu nous dis le contraire L'inverse. en disant que vraiment là-bas c'est bouché et que les gens font des études dans le domaine musical et se retrouvent à faire autre chose. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment un métier où il faut des compétences très, très, très solides pour s'en sortir. C'est même pas une question de compétence, c'est une question de contact. Le contact, tu trouves? Ouais, vraiment, Donc, c'est on une peut question avoir de le réseau. talent, mais sans contact. Ah oui. Oui, mais ça oui. On peut avoir des contacts de fou, mais pas avoir de talent ni de compétences et quand même s'en sortir. Et toi, c'est quoi qui t'a sauvé? Tes contacts ou ton talent? Ou les deux? Oh waouh. Déjà, il faudrait te dire que j'ai du talent. Je sais pas si on peut te dire que j'ai du talent dans ce sens-là, mais non, moi je pense que c'est mes contacts, ouais. D'accord. Ouais, parce que après, moi, enfin, dans l'industrie musicale, c'est des rapports très humains. Mm. Et moi, je suis quelqu'un, genre, quand je vois ou quand je contacte une personne ou un artiste avec lequel travailler, je suis vraiment aspect sur l'aspect humain. Parce que oui, tu fais de la musique, mais ok, c'est qui tu es en tant qu'être humain. Et en fonction de ça, je travaille ou non avec la personne. Parce que je ne peux pas travailler avec quelqu'un que j'aime pas, ou alors qui a des valeurs totalement opposées aux miennes, ou alors, voilà. Et pour moi, c'est vraiment une industrie d'humain parce que l'art c'est de l'âme, c'est de la personnalité, c'est attrait à l'humain, donc voilà, c'est ma vision en tout cas de l'industrie. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est que pour se faire de l'argent et qu'ils s'en foutent en fait finalement des êtres humains derrière les artistes, mais moi c'est pas ma vision. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur-là ou pas du tout? Oui, il y a énormément d'argent à se faire. Mais pas tout le monde a de l'argent dans le secteur aussi. Oh non. Non, Donc, en fait, les gens sont radins. Il y a beaucoup de gens qui sont radins. Dans l'industrie, c'est très radin, mais que quand tu trouves un petit peu la voie pour te faufiler entre les mailles du filet, là, ouais, il y a énormément d'argent. Ok. Et donc concrètement, tu as fait comment pour te créer ton réseau? Par l'école, par les réseaux sociaux, du bouche à oreille? Alors, les réseaux sociaux, même si pour l'instant, les réseaux sociaux, je suis juste présente, mais il n'y a pas d'activité. Les réseaux sociaux, j'ai pas mal posté sur Thread. Je sais pas comment tu le prononces, Thread. Ah, Thread, ok. Ouais. D'accord. Et je sais que ça m'a amené pas mal d'abonnés, des personnes qui aimaient bien ma vision de l'industrie musicale, justement, sur laquelle je partageais le fait que c'est avant tout des contacts et de l'humanité et de l'humain, etc. Donc ça m'a apporté pas mal de contacts et en vrai, je dirais tout sauf l'école pour mes contacts. Tout sauf l'école. Pour construire mon réseau, c'était tout sauf à l'école. Je suis allée dans des open mic, je suis allée dans des soirées de jeunes artistes, je suis allée un peu partout, mais vraiment tout sauf l'école. Pour te dire, les contacts de l'école, je les utilise pas. Je ne vois plus personne de mon école. Donc c'est vraiment comme on nous dit à l'école, beaucoup de résultats, enfin d'événements, assister à des événements, être vraiment au taquet de tout ce qui se tourne autour de la musique, c'est ça? Donc ça a aussi beaucoup d'investissement personnel pour avoir tous ces contacts-là. Ouais. Sachant que moi je suis arrivée sur Paris, je ne connaissais personne. Je suis arrivée sur Paris, j'étais en mode touriste, je savais même pas ce que c'était un open mic, je savais pas ce que c'était des jams, je savais pas qu'il y avait des soirées avec des causes artistes, des petits artistes, je ne connaissais rien du tout. Je suis arrivée sur Paris, j'étais en mode bonjour, où je dois aller? donc ouais, vraiment réseautage. D'accord. Dernière question avant ce premier volet. Tu as eu des expériences en tant qu'ingénieur de son. Est-ce que tu as la même approche de la musique que nous? Que moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que si j'écoute une musique, moi, je serais juste, je vais les écouter en surface. Oui, c'est bien. Il dit 2-3 trucs, je danse, soit je suis triste, soit je suis heureuse. Mais toi, en tant qu'ingénieur de son, enfin, quelqu'un qui a fait des études avec une petite expérience dans le domaine, comment est-ce que tu analyses des sons à chaque fois que tu les écoutes? Tu dois être très méticuleuse quand même. Oui, clairement. Enfin,
Ça a changé mon oreille. Oui, clairement. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas envie de faire, d'avoir le discours de la fille qui dit c'était mieux avant. J'aime pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de manière générale, j'ai pas envie de cibler les artistes ou quoi, mais aujourd'hui, les musiques sont faites de plus en plus rapidement. Et que, techniquement, ça s'entend que ça a été, pas bâclé, mais que ça a été fait de manière assez rapide. Que, en fait, il n'y a pas vraiment tous les éléments sont là pour déclencher l'émotion. Hein, il y a pas de souci, les musiques sont bien faites, je dis pas ça. Mais c'est juste que, il y a aucun travail sur la qualité sonore. Par exemple, c'est beaucoup des prods, sur l'ordinateur, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre ça. Mais par exemple, je sais pas, quand un beatmaker prend un son de batterie, je dis n'importe quoi, des fois le son de batterie, il est horrible. Ah oui. Et genre moi, c'est un truc que j'entends, par exemple, le et des fois vraiment je suis en mode mais on dirait une batterie faite avec une poubelle, genre c'est horrible. Mais il y a que moi qui entends ça, que moi et d'autres ingénieurs du son. Mais oui, voilà, c'est ce truc de vraiment plus rechercher la qualité sonore. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dans la ok, qu'est-ce qu'il faut comme recette pour faire une musique? Ok, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ok, je prends tout ça, je mixe, je mélange, machin. Mais c'est un peu un plat au micro-ondes, là. Alors que la musique d'avant, j'aime pas employer ce terme parce qu'il y a des artistes qui font de la très bonne musique aujourd'hui, mais on va dire qu'avant c'était beaucoup plus aspect sur le ok, comment on va faire sonner bien notre batterie, ok, comment la guitare elle va sonner, qu'est-ce qu'on veut ramener dans le son qui est spécial. Et ouais, je trouve qu'aujourd'hui ça se perd un peu. Ah d'accord. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont pas assez de moyens aussi? Parce que je me dis, pour avoir toute une équipe d'ingénieurs de son, beatmakers, producteurs, etc., toutes ces chaînes de production là, ça doit être hyper cher. Alors, c'est très cher. Non, c'est très cher, ça c'est vrai. Mais c'est pas une excuse parce que je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui tout le monde puisse faire de la musique s'il a un ordinateur. Et même son ordinateur, en plus maintenant il y a des applis, etc. Tout le monde peut faire de la musique. Je sais pas si tu connais Charlie Puth. Oui. Sur TikTok, je crois. Ouais, sur TikTok, il est partout. Mais par exemple, il fait un kit de batterie avec une tasse et une cuillère. Donc, il a juste pris son micro, enregistré sa cuillère sur sa tasse, et après, il l'a modifié, il l'a pitché, etc. Et ça rend super bien. Mais en fait, il y a au moins une recherche derrière. D'un point de vue sonore. Donc, je pense que oui, tout le monde, littéralement, peut le faire. T'as pas besoin d'avoir un studio à 5 000 € la journée pour pouvoir enregistrer une cuillère sur un bol. Facilité, c'est un peu comme avec l'IA, parce que je pense que l'IA aussi, est-ce que c'est un concurrent pour vous ou pas du tout? Oh waouh, cette question. Un concurrent, alors pour moi non. Pour moi non, pourquoi? Parce que quand il y a de l'IA dans le son, je l'entends tout de suite. Mais vraiment au bout de 10 secondes, je suis ok, c'est bon, j'écoute pas ça. Et donc non, dans le sens où ça ne rentre pas dans mes oreilles. Je swipe direct. Mais non, dans le sens où j'ai un peu espoir parce que déjà là, je vois que à la SACEM, ils sont en train de, je crois qu'ils sont en procès. En fait, en tout cas, ils sont en train de d'effacer le fait que les musiques faites avec de l'IA n'ont pas le droit à des droits d'auteur. Je sais qu'il y a pas mal d'industries américaines justement qui sont en guerre et en procès avec des sites qui génèrent soit de la musique, soit du dessin, soit des trucs comme ça. Avec de l'IA. Et avec de l'IA. Donc en vrai, non, j'y vois pas une menace. J'y vois plus je sais pas. Moi, je pense qu'en vrai, ça peut être bien pour les personnes qui font les prompts, qui sont derrière l'ordinateur. C'est marrant. Mais est-ce que c'est un truc qui va durer? Je pense pas. Moi, je pense que dans 5-10 ans maximum, déjà, les musiques faites avec de l'IA ne pourront plus aller sur les plateformes de streaming. D'accord. J'espère. Mais je pense en vrai. Parce que là, vu comment c'est en ce moment, vraiment, toutes les personnes de l'industrie musicale sont contre. Enfin, celles que je connais, bien sûr. Mais ouais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à être vachement réglementé et qui va sûrement y avoir des débordements. Ben là, je sais pas si t'as entendu, il y a justement une IA qui a été signée dans un label aux États-Unis et elle a été signée genre pour $1 million. Elle est noire? Ouais. Je crois justement, je vais te parler de ça. J'ai vu une vidéo d'une femme noire qui a des sons sur Spotify avec des millions de streams, alors que c'est une IA. Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais, ça c'est incroyable. Mais par contre, faut savoir, j'ai appris ça, je crois, hier, que je crois que plus de 50% des musiques qui sont déposées tous les jours sur Deezer sont faites avec de l'IA. Et que plus de 50% aussi des personnes qui écoutent cette IA sont des bots. Ok. Je suis en mode, mais... Ils sont quand même rémunérés derrière.
Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. On est à 50%. Donc, la Ouais. moitié Ouais. des sons qui sont sur Deezer. Non, pas la moitié des sons qui sont. La moitié des sons qui sont mis depuis je sais pas combien de temps. 2025, 2026. Je sais pas, mais en tout cas là, On va tous se les dire jours, 2025. ouais, enfin en tout cas dans ces eaux-là, tous les jours, 50% des sons sont de l'IA. C'est incroyable quand même. C'est un peu flippant quand même. Après, peut-être nous, on n'arrive pas à détecter. Hein. Peut-être nous, on écoute beaucoup de sons générés par l'IA, mais on ne sait pas. Peut-être. Moi, je l'entends. Moi, du coup, quand j'entends que c'est de l'IA, ouais, Et même si le son est bon, ça m'est arrivé. Il y a une artiste, je crois, qu'elle s'appelle Marie Gold. C'est une IA. C'est une IA. J'ai pris du temps à m'en rendre compte. Mais le truc, c'est que maintenant, mon oreille, elle est habituée à voir l'IA. Genre, en mode, j'arrive à voir dans le timbre de voix, ou alors, tu sais, c'est tout bête, c'est genre, par exemple, il y a un kick de batterie qui est tout le long de la musique, et un coup, il s'arrête. Mais tu sais, c'est discret, donc tu l'entends pas forcément, et t'es en mode, mais il est passé où la guitare, ou le kick, il se passé où? Ah, parce que je prête attention à ce genre de détails. Quand la guitare commence et quand ça termine. Ah ben non, ton oreille, il est là. Oui, parce que, peut-être quand j'entends une musique, j'essaie d'entendre, en gros, quand la musique commence, j'essaie d'abord de me baser sur l'émotion. Déjà, parce que j'ai pas envie de faire partir de ces personnes qui écoutent trop de la musique en analysant et pas assez en ressentant. Donc déjà, je me base sur l'émotion. Et après, quand je sais que j'aime la musique, je me dis, ok, il y a quoi comme instrument? Et du coup, j'analyse tous les instruments. Je dis, ok, donc le kick, il fait ça, la snare, elle fait ça, la batterie, donc de point de vue général, elle fait ça, la guitare, elle fait comme ça, le piano fait comme ça. Et j'essaye après de voir les accords. Enfin, pas les identifier parce que j'ai pas l'oreille absolue, mais au moins identifier il y a combien d'accords dans la mesure. Ok. Et voilà. Et après d'essayer de voir un peu comment c'est mixé, parce que des fois ça dépend. Ouais, voilà. Non, tu sais ce qui m'épate, c'est que je disais toujours que moi j'aime la musique, je dis à tous mes amis que j'aime la musique, mais je me rends compte que je connais rien à la musique. Hein. Mais c'est ok. J'écoute la musique en surface. Mais je connais absolument rien à la musique. Mais c'est passionnant parce que, enfin, je peux pas dire que j'aimerais avoir ce type d'oreille, mais en fait, je trouve ça incroyable parce que t'es juste là pour ressentir. Exactement. Et donc ça marche. Et donc c'est ça qui est fantastique. Mais après, tu te dis, pourquoi pas essayer ta technique de commencer à détecter quelle pièce on a mis, est-ce que la guitare elle est bien agencée, etc. Ça peut être passionnant aussi de voir la musique sous cet angle. Ouais. Mais dis-toi que des fois il y a des musiques que je me dis, je pourrais aimer, mais j'aime pas parce que la guitare est mal enregistrée. Ah ouais, non, t'as vu. Non, mais je te jure, des fois c'est chaud. Des fois, genre, on me fait écouter des musiques, on me dit, ouais, tu pourrais trop aimer et tout. Je suis là, la voix, elle sature, ça va. Ouais, je suis à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Non, je préfère rester à mon niveau. Pour le moment, je pense que je vais juste me contenter de regarder s'il y a une guitare ou un piano, mais pas... Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Parce que tu te rends compte déjà un peu du travail que ça a demandé. Si tu te dis, vas-y, il y a une guitare, il y a un piano, il y a une batterie, il y a des violons, il y a machin. Tu te dis, ok, donc la personne qui a composé, les compositeurs, ils ont dû trouver des lignes mélodiques pour chacun des instruments. Vu qu'on est sur cette lancée-là, on va maintenant prendre la position de, pas judgmental, mais on va un peu donner notre avis sur le monde musical, etc. Ouais. Donc, pour toi, tu penses qu'un artiste, le talent, c'est suffisant ou pas? Et quelle est l'erreur que beaucoup d'artistes commettent pour ne pas réussir? Oh, waouh, ça c'est une grande question. Est-ce que le talent suffit pour réussir? Non, clairement pas. Non, parce que tu peux avoir la meilleure voix du monde, tu peux être le meilleur instrumentiste du monde. Si tu sais pas te vendre, ça passe pas. Ça passe pas. Enfin, ça passe. Il peut avoir la grâce des fois. Certaines personnes sont bien nées. Oui, certes, mais il faut savoir te vendre. Enfin, en fait, tu peux, oui, c'est vrai. Ça arrive, mais en fait, ça arrive de moins en moins aujourd'hui. Par exemple, je sais pas si tu connais Rihanna, mais je sais pas si tu sais comment elle s'appelle. Non, c'est une petite artiste indé. Tu connais pas, je connais pas Rihanna. Tu connais Rihanna? Non. C'est la boulangère du coin. Du coup, elle a chanté dans un sorte de concours de chant, je sais plus, à la Barbade. Et il y a un producteur qui est passé et qui l'a entendu et qui après lui a donné de contact en contact, lui a donné le contact de Jay-Z et elle a signé chez Roc Nation. Ça se passe plus du tout comme ça. Les trucs dans les Disney en mode il y a un producteur super connu qui est venu à mon concours de chant. C'est dépassé ça. C'est dépassé. Ça peut peut-être arriver encore, mais c'est plus trop le cas. Non, c'est les réseaux sociaux.
c'est les réseaux sociaux de fou. Et c'est pour ça que je te dis que le talent, ça suffit pas, faut savoir se vendre, ça, parce que les producteurs, les maisons de disques, les labels vont regarder sur les réseaux sociaux ce que l'artiste poste, et t'es pas obligé d'avoir plein d'abonnés, tu peux juste montrer ton talent, peu importe ce que tu sais faire sur les réseaux, et c'est un nombre d'abonnés pour pouvoir signer un label, mais c'est pas un nombre d'abonnés pour être repéré. Parce qu'il y a un monde. Attends. Oui, dis-moi. Tu as dit il faut un nombre d'abonnés pour être signé dans un label. Oui. Donc il faut être influenceur pour être signé dans un label. Alors, il faut pas, mais ils regardent beaucoup les chiffres. Ouais. Ah oui, c'est arrivé à ce niveau-là. Ouais. Où on met ton talent de côté pour voir ton nombre d'abonnés. Donc ça veut dire que concrètement, si une influenceuse a beaucoup d'abonnés et elle a sorti un son vite fait, elle peut être signée dans une maison de disques. Ouais. Et un exemple, c'est Denden. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah là là. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je me disais, quand je voyais ces influenceurs qui étaient subitement devenus artistes, je pensais que c'était parce que, bon, les producteurs aimaient le son, entre guillemets, mais pas qu'il fallait avoir des abonnés pour être signé dans un label. Alors, c'est pas une question d'abonnés, je pense. Une question d'avoir des milliers d'abonnés, forcément. C'est une question d'avoir au moins d'être très actif sur les réseaux et au moins d'avoir pas mal de reach, c'est-à-dire pas mal d'engagement sur les vidéos et sur les photos, peu importe. Je trouve ça, enfin, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être c'est moi qui whipine un peu tout, mais c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est dommage parce que un artiste, je pense qu'il se passe déjà assez de temps à composer. Je suis totalement d'accord. À trouver des beats, à trouver une DA pour sa musique, pour encore passer du temps à être un créateur de contenu, à être un influenceur. Donc, c'est du triple travail même, on va dire. Ouais. Donc, peu importe ce que tu as comme matière grise, si tu as 10 000 abonnés, tu peux pas être signé dans un label. À partir de 10 000, si. Bon, 1000 abonnés, tu peux pas. Ah non, 1000 abonnés, c'est chaud. Après, il y a toujours des exceptions, dans le sens où il y a les labels vont d'abord regarder le nombre de streams, le nombre d'auditeurs par mois, très très important. Oui, ça je l'entends, parce que vraiment, c'est ça le cœur du métier. C'est ça le cœur du truc. Mais par exemple, je sais qu'il y a des artistes qui n'ont pas des millions d'abonnés et qui streament beaucoup et qui sont pas tout à fait connus. Et là, du coup, ils sont signés quand même. C'est ça. Mais je sais que le label, il va toujours leur dire, par contre, les réseaux sociaux, faudrait un petit peu plus travailler. Ouais. Ça, je comprends maintenant pourquoi tous les artistes sont créateurs de contenu maintenant. T'es obligé. Enfin, quasi, quoi. Ouais, c'est le monde dans lequel on vit, c'est que les chiffres. En tout cas, dans l'industrie musicale, ils regardent d'abord les chiffres. Et pas la qualité. Si. Pas trop. Forcément la qualité. Mais après... La qualité, c'est plus ce qui va te faire perdurer dans le temps. Ouais. Mais les chiffres, c'est ce qui va te faire entrer dans le milieu. Ouais, c'est ça. Et puis la qualité d'un artiste, dans le sens où quand tu le prends, il est vraiment indé. Tu peux toujours... Enfin, si tu vois vraiment une perle rare, tu peux toujours en faire quelque chose. D'accord. Sachant que des fois, tu peux voir l'artiste, il dit, bon, il y a des fausses notes, tu chantes pas très juste, les prods, c'est pas trop ça. Mais tu vois qu'il y a du potentiel. Donc, oui, il y a du talent de base. Mais en tout cas, oui, c'est principalement les chiffres. Ok. Donc alors, tu penses que les artistes qui réussissent pas, c'est quoi la principale erreur que tu as pu remarquer? La principale erreur que j'ai remarquée des artistes qui ne marchent pas, je pense que c'est le manque de direction artistique. C'est pas une question de savoir se vendre, parce que savoir se vendre, c'est encore un art. Mais avant même de savoir se vendre, il faut savoir ce que tu vends. Parce que tu vends de la musique, oui, d'accord. Il y a des millions de personnes qui font de la musique. Mais encore, qu'est-ce que tu vends comme musique? Qu'est-ce que ta musique, elle transmet? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils écoutent ta musique? Et qui es-tu en tant qu'artiste? Parce que, comment dire, tu peux t'appeler n'importe comment et t'es là en mode, je fais de la musique, voilà, je fais de la musique et puis c'est très bien. Non, il faut une identité artistique, il faut une direction artistique, il faut que tu vendes un univers, il faut que tu vendes une histoire, il faut que tu vendes un personnage. C'est qui? Je crois que c'est 50 Cent qui avait commencé à raconter une histoire en mode c'est 50 Cent? Non, je sais plus. Bon, un artiste archi connu qui a dit oui, moi je me suis pris une balle dans la gorge, c'est pour ça que je chante aussi bien. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, mais il y a une histoire, il a construit un personnage autour de lui, tu vois. Il faut que tu essayes de construire une vraie identité artistique, une vraie histoire. En fait, il faut que tu vois ta carrière d'artiste comme un personnage. De films, de dessins animés, Quitte à la créer, des fois. Ah oui, totalement. Bon, il faut que ça reste quand même
attrait à ta personnalité, à qui tu es en tant qu'artiste, on va pas trouver des trucs qui sont rien à voir, mais oui, il faut créer tout un personnage. C'est limite création d'un personnage dans un film, quoi. Et pour moi, c'est le problème des pas mal d'artistes qui essayent de percer. Après, je sais que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup ce truc d'authenticité où il faut rester le plus naturel possible, il faut être juste soi, sans furiture, ce qui peut totalement marcher. Ça peut marcher, mais j'ai l'impression qu'il y a... que en tout cas, de toute façon, quand t'as une direction artistique, tu marches beaucoup plus que quand tu n'en as pas. Par exemple, Théodora. Théodora, elle est arrivée, tout le monde a dit c'est quoi cette alien? Mais c'est incroyable parce que Théodora, elle sera là pour longtemps, tu vois. Ouais. C'est comme Michael Jackson. Ils ont des styles vraiment propres à eux. C'est ça, tu l'entends, tu sais que c'est elle au bout de 2 secondes. Alors oui, c'est bien, je suis pas là pour cracher sur la pop, sur toute la variété française, pas du tout. C'est très bien qu'il y en ait et il faut qu'il y en ait. Mais ce côté d'être 100% naturel, enfin, il faut être naturel, mais d'être 100%, comment dire, d'être toi, mais d'être toi sans apporter de paillettes. Ouais, sans plus, quoi. Voilà, sans plus, bah... Être lambda, ça suffit pas. C'est ça. Si tu es toi, c'est très bien, mais du coup, il y aura derrière toi, si tu marches pendant 2 ans, c'est très bien, mais il y aura des milliers de toi derrière toi, tu vois. Donc c'est pour ça que, la direction artistique, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment ça qui manque à beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et justement, ces artistes-là, tu es forcément passé par des personnes qui ne faisaient pas du très bon travail, qui savaient pas comment gérer leur carrière, qui savaient pas où ils allaient. Comment toi tu faisais pour dire à quelqu'un j'aime pas ton son, le son que tu fais là, ça va pas marcher. Alors, sans blesser la personne. Sans blesser la personne. Alors c'est un truc que je n'aime jamais faire, mais je pense que personne n'aime faire. Mais heureusement que je suis ingénieure du son parce que je peux justifier. Oui. En fait, quand souvent, ça m'arrive de temps à autre qu'on m'envoie justement des projets d'artistes que je connais pas. Oui, je suis un tel, je fais ça et tout, je t'envoie ma musique. Et du coup, je rentre plus dans l'aspect bienveillance et de lui dire ok, alors soit c'est pas forcément mon style, mais ça franchement je dis c'est pas forcément le style que j'affectionne. Soit je justifie, je dis alors je vois que tu as ta patte à toi, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la batterie elle est pas assez mise en avant, la voix elle est sous-mixée, donc faudrait que tu la mettes plus en avant. Donc j'essaye vraiment d'analyser la musique pour dire à l'artiste de manière totalement bienveillante, tu pourrais faire mieux. En fait, c'est ça, j'essaye de tourner les trucs, tu pourrais faire mieux au lieu de dire tu n'as pas de talent, parce que je pense que à peu près tout le monde a son talent et a sa patte, mais voilà, j'essaye de... Mais pas tout le monde est talentueux dans la musique aussi. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans la musique, mais sont pas talentueuses. Alors, c'est un gros débat. C'est un gros débat parce que c'est quoi le talent finalement? Est-ce que le talent c'est chanter juste? Parce que si le talent c'est chanter juste, tous les rappeurs français, en tout cas, ceux qui sont mainstream et ceux qui ne savent pas chanter. Justement, le talent, c'est ce que tu as dit, c'est justement savoir chanter, avoir une DA en particulier, savoir où tu vas. Pour moi, c'est ça le talent, rendre les deux. Ouais. Parce que tu peux savoir chanter, mais tu sais pas comment matérialiser ça. Et ça sera un échec. Et tu peux avoir une DA et tu n'as pas la voix. Même comme ça, je pense qu'avec la DA sans voix, tu peux. Il y a des autotunes et tout. Mais je pense vraiment, comme tu as dit, le cœur, c'est la DA. Et malheureusement, tout le monde n'a pas une vision artistique. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est là que le talent entre en jeu. Ouais, et en même temps, il y a des personnes qui ne savent pas chanter. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique de personnes qui savaient pas chanter, qui n'avaient pas de DA et qui ont juste été un produit typiquement marketing pour vendre de la musique. Par exemple, je pense à Britney Spears, dans le sens où, je dis pas qu'elle chante mal, hein. Elle chante très bien de base. Mais par exemple, la voix qu'on entend de Britney Spears aujourd'hui, donc par exemple dans Toxic, etc., c'est pas du tout sa voix, elle. C'est la voix que le label lui a dit d'avoir pour justement construire une direction artistique autour de son personnage. Et donc, en même temps, j'ai envie de te dire que t'as raison, et en même temps, j'ai envie de te dire que des fois, il y a des produits qui sont totalement façonnés par l'industrie musicale. Des produits. Quand je parle de produits, je te parle de talent d'être humain. Il y a des personnes qui sont totalement considérées comme des produits parce que soit elles ont une belle tête, soit elles vendent, quoi, de manière générale, et voilà. Et il y a des personnes autour, les labels, les directeurs artistiques, les photographes, les maquilleurs, les stylistes, etc., qui du coup façonnent la direction artistique de l'artiste, sans même qu'ils savent forcément chanter.
Ça me fait penser à une des vidéos récentes de Stevie de Music Feelings. Ouais. Forcément, tu le connais. Oui. Il parlait de Sade. Je pense qu'elle a eu un parcours un peu similaire. Ouais. À la base, elle voulait être mannequin. Ouais. Et elle a fait la musique juste par dépit. C'était pas vraiment un talent. Et beaucoup de personnes, justement, se plaignaient qu'elle avait pas une voix qui montait dans les aigus, qui faisait ceci. Mais moi, j'aime beaucoup sa musique. J'adore sa voix, en plus. Elle a une voix tellement velours. Elle est détendante, sa voix. J'adore. Et je pense qu'elle est restée ancrée dans sa DA. Ah oui, bah totalement. Ah, mais elle, sa DA, c'était les trucs chill, smooth et tout. Ah non, mais oui. Incroyable. Ok, d'accord. Donc, en même temps, j'ai envie de dire oui, et en même temps, j'ai envie de dire non. En fait, j'ai l'impression que, enfin, moi, ma vision d'une chose, c'est que tout le monde a son talent. Mais il faut savoir comment le matérialiser. Exactement. Moi, je pense que, aussi, j'ai cette vision que tout le monde peut faire une carrière musicale. Je dis pas forcément tout le monde peut chanter. Donc, je peux faire une carrière musicale. Mais bien sûr. Bon, il faut que t'apprennes à chanter, que tu trouves une direction artistique, que tu t'arrives à te vendre sur les réseaux sociaux, mais oui. Peut-être. Je vais commencer par le générique du podcast déjà. Peut-être. Oui, Je vais poser moi-même. Tu peux. Je vais te voir, tu vas me dire si ça se passe bien et tout. Ok. D'accord. Après, ça veut pas dire que tout le monde peut réussir. Et moi, j'ai un point. Moi, je parlais avec une amie, je me suis dit, ce qui fait aussi que certains artistes échouent, c'est parce que ils veulent tous être superstars. Ouais. Pour moi, Gros problème. tous les artistes ne peuvent pas être superstars. Clairement. Mais tu peux être un artiste de niche avec un public très spécifique Mais bien sûr. qui va te soutenir jusqu'à ta mort. Ouais, clairement. Et quand je vois certains artistes qui sont pas superstars, je prends l'exemple de Chris Brown par exemple, je pense qu'il est en dépression parce qu'il est pas la pop star qu'il a voulu. Il est pas number one, il est pas comme number one et tout, alors que il avait son public niche. Et à force de vouloir être superstar, bah tu régresses. C'est ça. Et tu perds ton public de niche. Je pense aussi, peut-être mon point de vue, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les artistes ne vont pas jusqu'au bout de leur potentiel. Ah, mais c'est sûr. Mais dans le sens où, à partir du moment où tu as une DA affirmée, tu peux pas toucher tout le monde. Tu ne pourras jamais toucher tout le monde. C'est ça aussi. Ouais. Alors, après, il y a la musique mainstream qui, de manière générale, touche tout le monde. Mais pour moi, la musique mainstream, elle touche tout le monde parce que c'est un effet de mode. C'est pas un effet de direction artistique. Donc oui, je pense que chacun a son créneau. Et bien sûr, il y en a plein sur le même créneau. Mais tu peux pas te dire superstar si tu touches... Enfin, c'est comme... Il y a pas tout le monde qui peut être superstar. C'est sûr. Tout le monde l'a pas fait. Et en plus, il faut avoir les épaules, même pour assumer. En termes de notoriété, en termes de travail, en termes de tout. Il faut avoir les épaules. Et pour moi, dans tous les artistes que j'ai rencontrés, très très peu ont les épaules pour assumer et être superstar. C'est un énorme travail. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de surtout activer la cloche de notification pour être à l'affût de tous les nouveaux épisodes. Ok, et avec toutes tes expériences en tant qu'ingénieur de son, tes stages, etc. Et aujourd'hui, tu es chef de projet musical de ton jeune artiste. C'est quoi ton plus? Pourquoi est-ce que tu penses que tu es la meilleure et pas une autre pour lui? Je pense mon humanité, comme je disais. Parce que c'est un artiste assez, pas du tout péjoratif, mais sensible et très très attrait sur l'humain, sur la bienveillance, sur l'écoute. Je l'écoute beaucoup. C'est-à-dire que quand il me dit, je veux faire ça, mais je veux surtout pas faire ça, je te dis, ok, je respecte. Donc, ouais, je pense que c'est principalement ça. Et puis le feeling aussi. D'accord, c'est très important. Oui. Il y a des feelings qui se font, et il y a des feelings qui se font pas. On ne pourra pas expliquer pourquoi. C'est un rapport entre être humain et être humain, quoi. D'accord. Et en 2020, depuis le Covid déjà, il y a beaucoup de musique TikTok. Beaucoup de musiques qui sont bien que pendant 10, 15, 30 minutes. Est-ce que ça contribue pas au fait que les artistes sont de plus en plus médiocres? Parce qu'ils font des musiques que pour TikTok, pour que ce soit une trend, et le reste, basta. Ouais. Je trouve ça un peu déprimant, honnêtement. Après, je pense que c'est quelque chose qui va... De toute façon, ça va durer pas longtemps. C'est... De toute façon, une trend, c'est quoi? La durée de vie d'une trend, c'est quoi? Max 2 semaines. Bon, peut-être à la limite 1 mois, 1 mois et demi. Grand max. Est-ce que l'artiste, il va savoir rebondir sur ça ou pas? Parce que c'est une question de ça, tu vois. Genre, si tu prends un artiste qui est déjà implanté et qui fait une trend, oui, ça va booster. Mais un artiste qui n'est personne, qui sort de nulle part, qui fait une chanson que ça fait une trend, après, il faut que ça suive. Donc, il y a des gens qui arrivent très bien à suivre le rythme.
et les gens qui n'y arrivent pas du tout. Et voilà. Et en plus, des fois, il y a des trends. C'est juste des trends pour être des trends. Genre, enfin, Il y a rien, il y a musicalement, bon, on comprend vite que la limite de l'artiste, quoi. Ou alors de son entourage, parce qu'ils doivent peut-être enfin, probablement jamais être entourés dans ce genre de cas, tu vois. Ouais. Donc, dire que la musique de certains artistes sont médiocres parce qu'elles sont des trends, je suis mitigée. Dans le sens où, en tant que personne de l'industrie, quand une musique marche, je ne peux pas dire que c'est médiocre. Parce que ça a marché. Donc si ça a marché, c'est que ça a touché des gens. Qui suis-je pour dire que si ça touche des gens, c'est médiocre? Mais moi, je me dis, ça peut être médiocre aussi parce que nous, les consommateurs, on est médiocres. Peut-être que je suis dure avec nous-mêmes, mais il faut se l'avouer, des fois, on fait percer des sons qui sont médiocres parce que nous-mêmes, on a des attentes très médiocres. Oui. Si le public est médiocre, forcément, ils vont pas se donner des moyens de réussir. Ouais. Parce que quand tu vois des sons qui sont à la traîne, tu te dis, ouais, on a encouragé ça quand même. Ouais. Et là, tu soulèves un vrai problème. C'est le fait que les nouvelles générations, quand je dis nouvelles, c'est les ados d'aujourd'hui et un peu plus, même début vingtaine, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop d'oreilles. Pas d'oreilles. Quand je dis pas d'oreilles, je demande pas qu'ils soient d'un niveau ingé son, mais qu'ils soient vraiment un peu plus éduqués sur la musique pour se dire que cette musique, c'est horrible. Enfin, je suis désolée, mais et ça relève un vrai souci il n'y a pas d'éducation musicale. En tout cas, l'éducation musicale, c'est faite via des trends, quoi. Et ça soulève un vrai truc, c'est que plus ça avance, moins il y aura d'éducation musicale, du coup. C'est de pire en pire. Ouais. Et heureusement que le biopic de Michael Jackson est sorti. Parce que là, Michael Jackson, je sais pas si t'as vu, mais c'est l'artiste numéro 1 sur tous les streams vendus. Oui, là, actuellement, Spotify me propose que ces sons. Eh ben, c'est parfait. Je suis en mode écoutez. Ils vont reprendre un peu les bonnes bases. Exactement. Écoutez la vraie musique, là. Faut qu'ils fassent ça sur tous les artistes et on est bon. Enfin, surtout les artistes, on va dire, qualitatifs. Moi, je pense que c'est important parce que la musique, ça a quand même ce pouvoir-là de soit te rendre triste, joyeux. Et si on est médiocre sur ce qu'on écoute, je pense que les artistes vont pas faire d'efforts en plus. Hein. Mais ils vont juste nous suivre parce que c'est nous qui leur donnons des streams. Oui. S'ils font des musiques trop travaillées, on va dire, mais non, il est ennuyeux. Voilà, c'est ça. Pourtant. Et pourtant, non. Et non, c'est important parce que je pense que ça, et on ne le dit pas assez, c'est que l'artiste ne vit que par les auditeurs. Et donc, si ces auditeurs acceptent n'importe quoi, forcément, l'artiste va pouvoir suivre. Et si il décide de pas suivre parce que du coup, il se dit mais les auditeurs ont des goûts de merde, etc., et qu'il part dans sa niche et de faire un truc un petit peu plus travaillé et spécial, s'il a un label, le label risque de lui dire tu fais quoi? Reviens sur ta niche. Ou alors, s'il a pas de label, il va continuer dans son truc, mais il va perdre ses auditeurs. Ok, ouais. C'est terrible quand même. Ouais. Et est-ce que tu écoutes de la musique africaine ou pas du tout? Alors, oui, j'en écoute. Après, je suis très dans le mainstream, genre Ayra Starr, Burna Boy. D'accord. À fond. Et après, j'ai fait des petits artistes, mais pour te dire, je sais même pas s'ils sont connus ou pas. Tu peux prendre mon téléphone? Oui, tu veux prendre? Bon, Ayra Starr, ça je l'ai dit. Fireboy. Oui, okay. C'est nigérien. Je sais pas comment c'est, Ruger. Oui, il est nigérien aussi. Ok, CK. Oui, il est nigérien. Tu écoutes beaucoup de la musique nigériane en fait. Oui, du mainstream, tu veux dire. Ouais. Ok. En vrai, beaucoup de Rema. Oui. Alors ça, je sais pas si c'est connu. Obong Jawar. On fait voir. Ah non, ça doit être sud-africain, ça. Ça, je vais voir. Apparemment, il est british. Ok. Ok. Donc, moi, je vais te faire mes recommandations personnelles, surtout de la musique camerounaise, parce qu'on fait de la bonne musique quand même. J'en doute pas. Mais il y a qui comme artiste au Cameroun? Il y a Taïk d'abord, déjà, de base. Ensuite, on a Richard Bona. Je pense que tu vas beaucoup... Richard Bona. Ouais, il est camerounais. J'adore. Tu vas beaucoup aimer Richard Bona, surtout. Mon père, il m'a beaucoup fait écouter du Richard Bona. Sans connaisseur! Mais vraiment, sans connaisseur! J'ai beaucoup grandi. Non, vraiment, il a des albums. Je crois qu'il a même des vinyles de Richard Bona. Voilà. Et dans cette même lancée, tu as Charlotte Dipanda, tu as Étienne Mbappé. Ok. Un peu plus mainstream, tu as Sissoul, qui fait un peu du R&B façon Makossa. Ouais. Tu as Hens aussi, qui fait beaucoup de R&B façon Makossa. Makossa, qui est initié par
Question piège de Makossa. Tu sais qui a chanté ça? Mama c'est Mama ça, Mama Costa. Ah bah si, Michael. Oh, Ah non, Michael qui a repris. Michael qui a repris le match du Bango. exactement. Merci, population. Je pensais qu'on avait perdu un soldat. Pardon. Mais Excusez-moi. Voilà. La Donc, marche de procès, il gagne tous ses droits d'auteur, le voilà. monsieur. Merci. Pour tous ceux qui ont tremblé, elle connaît l'auteur de Sol Makossa. Elle connaît l'auteur. On a la légende Manu Dibango. Après, hein, j'ai regardé. Et on a les Berries Boys. Ok. Ils ont sorti un dernier titre, en fait. Le nouvel album, ils ont un titre avec Taïk aussi. Oh, c'est lequel? C'est un nouvel album, je vais te partager ça tout à l'heure. Ok. Où on va mettre la photo du nouvel album. Il est sorti hier ou avant-hier. Ah. Oui. Donc, il y a beaucoup d'artistes camerounais. Oui. Franchement, avec des voix sublimes. Franchement, tu vas pas oui. t'ennuyer. Non, Moi, je ne cite que les artistes camerounais. Désolé pour les autres. Chacun porte son sac. On fait quand même comment on fait. Voilà. Ok, Donc, voilà. Et toi, tu penses quoi de la musique africaine en général? De ce que je vois et de ce qui arrive à moi, c'est que, justement, tout à l'heure, je te parlais de direction artistique. Ils sont incroyables. Non, mais vraiment, d'un point de vue, je sais pas, typiquement, tu vas sur YouTube, tu tapes afro, je sais pas quoi, n'importe, tu tapes sur une playlist, tu regardes tous les clips sont incroyables. Ouais. Genre que ce soit Burna Boy, que ce soit CK, que ce soit Rema, que c'était là en mode, mais c'est toute une histoire qu'il raconte, en mais fait. c'est fantastique, les lumières, les costumes, les acteurs, ils sont incroyables. Et les Naija, particulièrement, j'aime beaucoup leurs clips parce que c'est travaillé. Mais il y a un budget derrière, c'est pas un truc fait à la vite fait, quoi. Non, mais vraiment, et je trouve ça incroyable. Je suis désolée. D'ailleurs, je trouve qu'ils mettent à la masse les Américains. Non, mais sur certains clips, je suis là en mode, désolée, je regarde le clip de Beyoncé qui a dû coûter je sais pas combien de milliards, et après je regarde le clip de Rema, je suis désolée, bah, je préfère Rema, parce que déjà, en plus, Beyoncé, elle est juste pour nous mettre des paillettes aux yeux. Alors que Rema, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une identité, il parle de... Bref, je dis Rema, mais je parle des autres aussi, tu vois, et je suis en mode, regarde, prenez exemple, regardez. Donc vraiment, ouais. Je trouve qu'ils ont une direction artistique dingue. Ok. Et toi, tu penses que on aura besoin de quoi, hormis le Nigeria, parce que je pense qu'ils sont déjà très loin. D'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les pays francophones en général. Ouais. Parce que je pense que la musique, c'est pas encore très exporté comme le côté anglophone. Tu penses qu'ils ont besoin de quoi quand tu vois? Ils ont besoin de quoi pour pouvoir exploser comme le côté francophone de l'Afrique? Anglophone, pardon. Ils ont besoin de quoi? Bah, je dirais en vrai une trend. Tu penses? Non, en fait, c'est juste que je me dis que bon, aujourd'hui l'afro est très mainstream. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à imposer un autre type d'afro parce que les gens sont déjà éduqués. En vrai, non, je sais pas. Je pense que c'est juste qu'il faut forcer quelques portes. Je pense que, comme tu dis, le Nigeria est très mis en avant. Mais très mis en avant, mais je pense que les artistes nigériens très connus, ils ont quand même galéré. Hein. Parce que, regarde, si tu les cites, ceux qui sont vraiment connus, tu les comptes sur les doigts d'une main, ou alors sur les deux mains, tu vois, mais maximum. On n'est pas, je peux pas te citer 20 artistes nigériens archi connus sur l'international, je te parle. Oui. Donc ouais, hein, je pense qu'il faut juste continuer de défoncer les portes, essayer de sortir plus de sons, être actif sur les réseaux et essayer de se faire découvrir, des collaborations, ou alors juste venir faire des concerts ici. Après, c'est pas évident non plus. Ah non. Faire des concerts. Après, je pense qu'aussi qu'ils devraient aidés par le gouvernement, par exemple, là, du SACEM. Je pense pas que tous les... Mais après, les droits d'auteur, mais je pense que les artistes occidentaux ont une facilité à s'approprier le travail qui ne leur appartient pas. Oh, clairement. On a déjà 2 exemples. On a Shakira avec Zangalewa, qui est toujours camerounais, je veux le préciser. Ça vient du Cameroun. Elle a dit qu'elle marchait sur une plage. Elle a eu l'inspiration divine. Ouais, non mais n'importe quoi. Déjà. Si c'était un artiste occidental comme elle, je pense pas qu'elle aurait eu le même discours. Elle aurait crédité cet artiste-là. Bien sûr, mais c'est même pas une question de ça. C'est aussi une question de, oui, certes, déjà c'est camerounais, et en plus, je suis désolée, Shakira n'écrit pas. C'est une interprète. Genre, qu'elle nous sorte j'ai dormi, j'ai eu un rêve. Non, tais-toi. Genre, Shakira est une interprète. C'est une jolie dame avec une voix. On peut partager sur sa voix, mais à quel moment Shakira elle écrit des sons, bref. Donc
Donc, t'es un peu face à ce genre de situation que beaucoup d'artistes africains, ils traversent ce genre de situation. Ils sont pas reconnus, ils sont pas légitimes des fois. Ils sont pas pris au sérieux. Après, je pense qu'aussi, il y a ce truc de... ça est un peu controversé. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas fan, mais Tyla. Alors, j'aime ça. Je suis mitigée avec sa musique dans le sens où c'est très mainstream, c'est très bon, voilà, c'est bon. C'est l'été, machin, on est content, bon. Mais je suis partagée dans le sens où elle est trop là pour vendre une vision de l'Afrique. Je suis désolée, mais des fois, je la trouve limite raciste. Genre, je sais pas si t'as vu, elle a fait un live au Grammy, je crois. Oui. Elle s'est ramenée avec une tenue elle a dansé avec des lions et elle avait une sorte de fourrure et tout. Je me suis dit, on se croirait dans un cliché, c'est horrible. Non, mais c'est vrai. Et j'ai vu ça, j'étais en mode, je suis mal à l'aise. Genre, vraiment, je suis mal à l'aise. Je te comprends. Alors qu'elle est magnifique, cette femme. Et je pense que, justement, c'est ça. Je pense que ce truc je pense que l'image de l'Afrique, de manière générale, est encore beaucoup pas assez connue. C'est biaisé, en fait. Beaucoup, exactement, beaucoup trop biaisé. Et que là, bon, j'imagine que c'est la plus connue d'Afrique, c'est Tyla. Elle est magnifique, elle est là en mode avec ses... Et en plus, à chaque fois, elle joue sur le côté africain. Genre, je suis en mode, madame, tu es africaine, tu es sud-africaine, c'est très bien, mais vends plus la culture de ton pays au lieu de vendre un truc qui n'existe pas de manière occidentale. Non, mais vraiment, j'étais en train de danser avec une jupe faite en léopard et avec un lion. En plus, c'était dans une cage. J'étais en mode, pourquoi c'est gênant. Non, mais j'étais gênée. Et j'étais en mode, elle est à l'aise avec ça. Genre, Donc, l'image il y a les lions partout en Afrique, on traverse la route, on voit un lion. C'est ça, en fait. On marche avec des lions. Comment on marche comment on promène des chiens, on promène des lions. Voilà. Accepter ça. Mais vraiment, j'ai été scandalisée. Ça s'est passé au Grammy, c'était là, il y a 2 mois. C'est pas comme ça. Mais eux, ils aiment. Parce que les Américains, c'est tout ça. Les Américains, c'est tout content. C'est incroyable. Donc, je pense que, et le truc, c'est que le fait, après, il y a plein d'autres artistes africains qui sont connus et qui véhiculent pas justement cette image très, très cliché, très, très occidentale. Donc, c'est bien, mais tu vois, ils sont pas aussi connus que Tyla. Et que là, pour l'instant, j'ai l'impression que Tyla prend toute la place d'un point de vue représentante internationale de l'Afrique. Elle est très... Après, il y a Thames aussi qui est pas mal. Il y a Thames aussi. Qui est beaucoup moins dans le cliché, c'est vrai que je préfère Thames. Après, elle a une niche aussi. C'est pas tout le monde qui écoute du Thames. Comme tu disais, elle a une niche. C'est pas tout le monde qui écoute du Thames. C'est vrai. Et je pense que elle a un avenir prometteur parce que elle satisfait sa niche depuis 2019 que je l'écoute. Elle n'a pas dévié. Elle n'est pas allée vers le mainstream, vers ceci. Et justement, c'est là que je pense que quand un artiste sait qu'il peut pas devenir superstar, il satisfait sa niche et ça va aller. Jusqu'à sa mort, on va l'écouter, en fait. Je suis complètement d'accord. Mais donc oui, je pense que pour répondre à ta question, il faut que le monde occidental, quand je te parle d'Occident, je te parle États-Unis, Europe, Tokyo et même le monde entier. C'est que en fait, ils se familiarisent plus avec l'image de chaque pays d'Afrique et pas l'Afrique comme un pays. Donc je pense que c'est ça. Mais il y a encore du taf. Il y a encore pas mal de taf. Okay. Et voilà, t'es antillaise, tu m'as dit. Et tu penses quoi de Théodora qui avait des sons un peu mot de chata? Tu t'es sentie trahie ou c'était tranquille? Alors, on va parler d'un sujet un petit peu touchy. C'est l'appropriation culturelle. Dans le sens où, pour moi, j'ai l'impression qu'on crie trop à l'appropriation culturelle trop vite. Dans le sens où on parle de musique, chacun a ses aspirations. Genre, on a tous été éduqués dans une vibe musicale différente. Moi, si demain, comme je t'ai dit, mon frère m'a beaucoup fait écouter du Richard Bonnat, je ne vais pas faire du Richard Bonnat parce que culturellement, ça passerait pas. Mais je sais qu'il y aura beaucoup d'influence, tu vois. Pareil pour Michael Jackson, pareil pour... Et en fait, j'ai l'impression qu'on crie trop vite à l'appropriation culturelle dans le sens où juste, des fois, la personne... Elle s'inspire juste. Elle s'inspire ou même sans faire exprès. Tu vois, genre juste, elle a grandi avec ça. Elle est imprégnée par ce genre de sonorité, de son. Et elle veut faire ce genre de musique. Pourquoi on va empêcher une personne à faire ce genre de musique parce qu'elle ne fait pas partie de cette culture? Enfin, je veux dire, on vit à une époque où tous les genres de musique sont mélangés. Genre vraiment tous. Après, si tu me dis que Théodora, elle va dire que elle a inventé le style, là, ce serait un problème.
Oui. Là, ce serait un vrai problème. Là, ce serait de l'appropriation culturelle. Mais dire que parce que un tel reprend du bouillon, parce que Aya reprend du zouk, parce que truc reprend du machin, je suis en mode, les gars, c'est de l'art. On est en 2026, la mondialisation, elle est partout. Tout le monde réutilise tout. Genre, si tu restes focus de faire de la musique dans le pays dans lequel t'es né, eh ben on n'avancerait pas du tout en fait. Exactement. On irait nulle part même carrément. Donc juste laisser des gens faire la musique qu'ils veulent. Après, si les personnes se disent oui, j'ai inventé ce style ou ils s'approprient le truc, là ok. Mais sinon laisser les gens faire de la musique qu'ils veulent. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis très d'accord avec toi. Très, très d'accord. Ok. C'est qui ton artiste antillais préféré? Mon artiste Caraïbe. antillais préféré. Ah, je suis pas fan. Dommage. Non, je suis pas fan dans le sens où je trouve qu'elle joue trop sur le côté sexualisation de la femme. Ah ouais. Encore, faut le montrer. Non, faut pas le montrer. Elle peut le montrer, il y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Mais le montrer, mais c'est même pas se montrer, c'est vraiment genre vendre son corps comme argument marketing de regarde, mon corps il est beau, du coup je fais de la musique qui parle de sexe. En fait, je trouve que c'est très 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 réducteur. Moi, je suis pas fan de toute façon ça c'est ma vision personnelle, mais je peux comprendre que ton corps soit un outil marketing et je suis totalement pour le fait que tu sois fier de ton corps, pas de souci. Mais après, musicalement, dire dans ta musique, je suis trop bonne, je suis trop fraîche, voilà, je vais pas citer des noms comme Cardi B, mais par exemple, moi, Cardi B, j'ai un gros problème. En tout cas, la musique qu'elle faisait, maintenant, ça passe un peu plus, mais le fait de vraiment sexualiser ton propre corps pour dire, je vais pas dire ce qu'elle dit dans ses chansons, mais je sais pas si t'es au courant, vraiment, elle dit des trucs, parle de toi, c'est limite pornographique, je suis désolée. Donc, Sachant qu'il y a des enfants sachant qu'il y a des enfants, sachant que elle a des enfants et que elle a osé dire que ses enfants n'écoutent pas ses propres sons. Je trouve ça dingue. Je veux dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que c'est mauvais. Exactement. Enfin, un mauvais, chacun sa définition de mauvais, mais en tout cas, oui, elle sait que c'est pas censé être diffusable au grand public. Donc non, mon artiste préféré n'est pas Bambi. Ton artiste préféré antillais, c'est pas Bambi, c'est qui donc? Ezi Kenenga. D'accord. C'est un chanteur guitariste et j'adore ses textes. Il dit des choses tellement sensées. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est engagé, tout ce qui parle. Ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup Michael Jackson. D'accord. C'est pour ce côté engagé, pour ce côté il décrit vraiment quelque chose. Il dépeint la société, il dépeint une situation, il parle de choses sensibles, d'amour, etc. Et d'un point de vue rythmique, déjà il joue très très bien la guitare. D'accord. Et d'un point de vue rythmique, c'est hyper intéressant et j'adore. Ok. Et avec tous les artistes, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, c'est qui t'a le plus marqué, que ce soit par sa passion, sa détermination, le fait qu'il soit carré, etc. C'est vraiment très pointu. Mon artiste actuel. Ouais, mon artiste actuel, donc le Nepsi, parce qu'il est très... il sait ce qu'il veut. Plus que les gros artistes avec qui tu as travaillé? Du style Koba, Gazo, etc. Oui. Je pense que Taiki... Je sais jamais si c'est Taiki. Maintenant, d'accord. Je ne veux pas... Je ne veux choquer personne. Mais comment on a voulu tomber sur toi, c'est Taiki. Ok, c'est Taiki. Mais il a pas dit à un moment qu'il hésitait entre Taiki et Taiki. Papa, c'est Taiki. D'accord, c'est Taiki. Très bien. Donc Taiki, quand il est arrivé en studio, après j'ai fait que 1 ou 2 sessions avec lui. Quand il est arrivé en studio, il était très très directif. Donc il savait très clairement ce qu'il voulait faire, etc. Mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué, non. Donc c'est vraiment ton artiste actuel. Ouais. Dans le sens où déjà d'un point de vue musical, il a tout fait lui-même. Là, il va sortir un album en juillet. Il a tout fait lui-même, du piano à la guitare à la batterie. Tu peux rappeler son nom pour qu'on puisse mettre se rappeler. Oui, le Nepsi. D'accord. Et donc voilà, et donc il sait exactement ce qu'il veut, il sait comment il le veut, et il est très... je pense qu'il est pas... Il se cherche plus, tu vois. Et donc il sait exactement comment faire les choses, et il veut surtout pas se travestir. Pour essayer de rentrer dans des cases, pour essayer de rentrer dans le mainstream. C'est bien ça, parce que justement beaucoup d'artistes n'arrivent pas à se dire que je ne peux pas plaire à tout le monde et je reste dans ma niche. Moi, je vais défendre ça jusqu'à la fin. Hein. Vraiment. Vraiment, je vais défendre ça jusqu'à la fin quand les gens auront compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ton contenu ne peut pas plaire à tout le monde et que tu peux pas être une superstar. Tout le monde va pas être superstar. Et quand tu as découvert ta niche, fais ton maximum pour leur plaire et ça ira. D'accord. Donc, et dans 5 ans, tu le vois où? Dans 5 ans,
Déjà, j'aimerais être beaucoup plus implantée dans l'industrie musicale. J'aimerais que j'ai tellement d'artistes qui veulent travailler avec moi que je sois débordée. Parce que, ouais, c'est ça. Moi, je te le souhaite. Hein. Ouais, Et j'espère que vous aussi, vous allez souhaiter le meilleur à Marinelle. ça a l'intérêt. Et avant de finir, tu es croyante? Oui. On a tous des clichés sur le monde musical. Oui. Avec toutes les histoires qu'on entend, Oui. les drames, etc. Tu fais comment pour t'en sortir? Tu te dis pas des fois que tu es en train de trahir tes valeurs en choisissant ce métier? Non, jamais. Ou tu penses que tu élèves tes valeurs en choisissant ce métier? Non, je pense que j'élève mes valeurs en choisissant ce métier. Comment? Parce que j'ai toujours su que je voulais faire ça. Mm. Là, du coup, on parle un peu plus spiritualité, mais depuis que j'ai 5 ans, je sais que je veux travailler dans l'industrie musicale. Alors que à 5 ans, je jouais d'aucun instrument, je ne savais pas chanter. Je sais pas pourquoi, je le savais. Je le sais, donc je sais que je fais pour ce milieu, je sais que c'est ça que je dois faire. Et pourquoi non, j'ai pas l'impression de me trahir parce que comme j'ai dit, pour moi, l'humain et le feeling restent la base de mon métier. Chacun verra l'industrie musicale comme il veut, chacun verra une pompe à fric s'il veut. Moi, l'industrie musicale, c'est avant tout du contact, de l'humain, vendre de l'art, vendre le produit de l'âme des gens. Sans parler de trucs bizarres. Si je croise sur mon chemin quelqu'un qui, comme je t'ai dit, a des valeurs opposées, ne pense pas ça et ne pense qu'au fait de se faire de l'argent, ou parce que la musique c'est juste cool. Pour moi, la musique c'est pas juste cool. Pour moi, la musique c'est ce qui me fait bien plus que ça. Pour moi, la musique c'est clairement, moi c'est ce qui m'a sauvée. J'ai vécu des périodes compliquées, moi c'est la musique qui m'a sauvée et je me dis jamais de ma vie je me vois faire autre chose, tu vois. Que ça. Donc non, pour moi je ne me trahis pas. Dans le sens où j'ai jamais fait des trucs bizarres, satanistes. Je sais qu'il y en a. Tu as déjà eu des propositions de ce genre? Des propositions bizarres? Non, mais j'ai entendu des artistes qui ont eu des propositions bizarres. Et je me dis, ah ok, c'est pas cliché. Ça existe. C'est vrai. Moi, ça existe. Moi, je suis sûre que ça existe. Oui. Peut-être vous un peu moins, mais vraiment plus pour l'artiste en lui-même. Oui, nous. Je sais pas si tu vois qui c'est Tommy Mottola. C'était le patron, bon, c'est pas grave, c'était le patron de Universal, je crois, dans les années 80-90. Et Michael Jackson disait, et c'était le mari de Mariah Carey aussi. D'accord. Michael Jackson. Je le visualise grâce aux vidéos de musique. Voilà. Donc Tommy Mottola, par exemple, Michael Jackson disait, ouais, Tommy Mottola is the devil, like really the devil. Donc oui. Dans les backgrounds de l'industrie, il y en a aussi. Il y en a. Et je n'irai jamais dans ce côté-là. Je préfère me dire que je galère dans ma carrière plutôt que de tomber dans un satanisme bizarre. Et c'est à applaudir. C'est à féliciter. Je trouve que c'est la base, mais bon, c'est pas la base pour tout le monde. C'est pas la base pour tout le monde. Justement, je voudrais que les gens puissent savoir que c'est possible d'entrer dans ce milieu-là, sans être dans ces côtés sataniques, obscurs. Certes, je pense que tu n'auras pas la même visibilité. Je pense pas que tu auras le même impact que ceux qui ont impacté, mais tu auras ton impact à toi. Après, je pense pas que ce soit nécessaire de signer un pacte pour être archi connu. Dans le sens où tout ce qui est The Weeknd, Beyoncé et tout, c'est sûr. Mais je suis pas au courant de tout, évidemment. Mais par exemple, des Taylor Swift, ou des Michael Jackson. Michael Jackson, ça m'étonnerait qu'il ait pacté quoi que ce soit. Parce que Michael Jackson, il a juste été éduqué déjà à la dure. Je sais pas si t'as vu le film. Oui. Donc déjà, il a été éduqué de manière horrible, mais que c'est un bosseur et que de toute façon, il a commencé sa carrière très très tôt. Mais je pense pas que ce soit du tout nécessaire pour réussir. Oui, après, des fois, je pense qu'il y a certains qui ont pacté, d'autres pas, mais ils sont tombés dans des choses type drogue, alcool, les femmes, le monde, pas forcément pacté, mais le mode de vie n'est pas exemplaire, quoi. Non, mais ça, c'est clair. Bon, il y en a tellement. Voilà. Ça, il y en a tellement. Ça, c'est les vices du métier aussi. C'est ça. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Tout le monde n'est pas fait pour être superstar. Dans le sens où il faut assumer. Il faut assumer, même je te parle d'un point de vue physique, je te parle pas juste d'un point de vue moral. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tombent dans la drogue, dans l'alcool, etc. C'est parce que si tu fais une tournée où t'as dans un mois, 10 dates dans un pays différent, il faut assumer. C'est compliqué. Même si tu vas en studio tous les jours et que t'as un album à sortir pour dans 3 mois et que il faut assumer. Enfin, c'est sport. On parle pas d'un 9h-17h. C'est sport. C'est des fois, tu passes des nuits, des journées, des 2 jours sans dormir, des 3 jours sans dormir.
Ouais. Donc, les superstars, c'est pas que les strass et les paillettes, c'est vraiment un Exactement. gros travail derrière. Exactement. Et c'est pour ça que partir dans la drogue, c'est souvent la facilité. C'est parce que justement, c'est là où l'entourage et les labels sont primordiaux. C'est que dans le cas où tu es dans des conditions physiques extrêmes, c'est parce que le label à côté te pousse à l'extrême. Et c'est pour ça qu'il faut très bien choisir son label, qu'il faut très bien choisir les personnes avec qui tu travailles et que tu t'assures qu'elles soient humainement genre respectables, qu'elles vont te respecter en tant qu'être humain. Tu vois. Donc oui, ça c'est encore une autre dérive, mais c'est compliqué de garder la tête froide. Mais toi, tu vas garder la tête froide. Tu nous promets. Oui. Toujours. Oui. Déjà là, je me dis à chaque fois que je vais dans une soirée ou des événements et tout, je ne bois pas. Je ne bois pas et je ne prends même pas de verre parce que je sais pas ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Je suis une femme dans l'industrie musicale. Donc, tu dois faire 2 fois plus attention à tout. Oui. À ce que je dis, à comment je m'habille, à ce que je fais, à ce que je dois dire ou je ne pas dire, à ma posture, à ne pas être trop jolie. Parce qu'il faut pas non plus trop attirer l'attention. Donc, il faut que je m'efface un petit peu, mais pas trop. Et que je montre que je sois là. Mais pas trop non plus. C'est compliqué. Toujours être dans l'à peu près. Exactement. Toujours dans le middle. Faut qu'on me voit, mais pas moi. C'est dur. Maintenant, ça va mieux, mais je veux dire, comme j'étais il y a 2-3 ans, j'étais vraiment en mode... frustrée. Oui, c'est ça. C'est genre en mode, bon, ok, je peux pas être qui je veux. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Et maintenant, je suis plus en mode... je m'en fous. T'en fous. Parce que tu connais ta valeur déjà au fur et à mesure que tu avances. Tu sais ce que tu vaux. C'est ça. Et je me dis, de toute façon, si t'as pas compris ma valeur juste parce que par le fait que je sois là et comment je m'exprime et comment je vends mes artistes, mon projet, etc. Oui, bah dans ce cas-là, je suis plus là pour prouver quoi que ce soit. Enfin, si, je suis quand même là pour prouver parce que je veux quand même les artistes. Mais pas prouver de façon superficielle. Quoi. Exactement. Et comme j'ai dit, vu que j'ai compris que ma valeur et ma force c'est dans le fait d'être très humaine, c'est que je veux surtout pas perdre ça. Donc je ne peux plus me travestir pour être n'importe qui ou n'importe quoi. C'est genre en mode, je suis là, je fais ce travail. Si t'aimes bien, tu viens. Si t'aimes pas, tu viens pas. Et si t'aimes pas mes valeurs, on travaille pas ensemble. Ah, ça c'est bien. Vraiment, ça a félicité. Merci. Donc on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut se lancer dans, que ce soit pour être ingénieur de son, chef de projet musical, manager, etc. Vraiment travailler dans le côté sombre de la musique. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, je dirais sortez, rencontrez du monde, allez à des open mic, allez à des jams, allez à des concerts, osez parler aux gens, osez parler même à des gens que vous pensez inatteignables, des patrons de labels, de je ne sais pas quoi. Vraiment osez, parce que c'est un milieu, si tu vas pas le chercher, on n'ira pas te chercher. C'est le culot qui paye. C'est toujours le culot qui paye, vraiment. Ouais. D'accord. Merci, Marie-Belle. C'était un plaisir. Et j'espère que peut-être un jour, on aura ton artiste sur ce canapé. Peut-être. Tu vas nous raconter son parcours. Possible. Moi, j'ai un réseau. Moi, je me suis fait le petit réseautage. Tu as dit, dans la vie, faut avoir le réseau. Oui. Des connexions. Tu es ma connexion déjà. Donc, merci Marie-Belle. Merci à toi, c'est super. Grand plaisir de t'avoir sur ce canapé. Et j'espère qu'on pourra reparler d'un autre sujet musical. Oui, merci Marie-Belle. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à Sonica. Donc, c'est un podcast qui met en avant les acteurs de la culture afrodescendante. Merci. Bye. Bisous.